Alors, au début de cet entretien, je vous ai dit que je vous parlerai aussi de l'Ukraine et toujours avec le même pays, le Canada. Pourquoi? Eh bien parce que l'on a appris il y a quelques semaines que l'armée canadienne, qui fait partie de l'OTAN, eh bien forme des militaires en Ukraine justement, et on a appris récemment que le Premier ministre Trudeau, toujours le même, avait annoncé l'élargissement et la prolongation d'une opération qui s'appelait Unifiée, mission de formation militaire qu'il avait lancée en 2015 et qui sont menées donc par les forces armées canadiennes en Ukraine. Donc on forme des cadres. Or, cette présence des forces armées et des instructeurs militaires canadiens dans un pays membre de l'OTAN, depuis 7 ans, en Ukraine, qui est un pays non membre de l'OTAN, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, je considère quant à moi que c'est quand même un scandale qui donne raison à Poutine. Que diraient les Occidentaux? Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas dans les médias? Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas dans la bouche de M. Bernard-Henri Lévy, ou bien de M. Jadot, ou de M. Glucksmann, ou de M. Macron, je ne sais pas qui? Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas si des forces armées russes étaient au Mexique le long de la frontière américaine depuis 7 ans? Mais ce n'est pas tout. La George Washington University, qui se situe à Washington, c'est l'université de George Washington, c'est une université dont certains départements sont un peu comparables à ce qu'est l'ENA en France. C'est-à-dire que c'est une des principales universités américaines où sont formés de très nombreux hauts fonctionnaires américains dans tel ou tel département ministériel ou des diplomates, mais aussi beaucoup de hauts fonctionnaires américains qui font partie de ce que l'on appelle aux États-Unis la communauté du renseignement, c'est-à-dire toutes ces agences, à commencer par la CIA, à continuer par la NSA, etc., et qui travaillent dans les services d'influence et de renseignement tournés donc vers l'étranger. Eh bien, cette George Washington University a récemment publié une étude, c'était au mois de septembre dernier, qui a révélé la présence de groupes néo-nazis, d'un groupe néo-nazi qui s'appelle Centuria, à cette Académie militaire nationale ukrainienne, là même où les forces armées canadiennes font de la formation. Selon cette étude, les miliciens néo-nazis de Centuria sont donc formés par les forces armées canadiennes et aussi par d'autres forces armées de l'OTAN. Des conseillers militaires canadiens sont affectés à plein temps à cette académie, et notamment une salle de classe, la salle de classe Delta, une salle de classe qui bénéficie d'une très haute technologie qui est financée, parrainée par le Canada en Ukraine. Les miliciens néo-nazis de Centuria se sont donné pour mission de faire de l'armée ukrainienne un instrument de défense de ce qu'ils appellent l'identité culturelle et ethnique des peuples européens. Ça cadre bien avec les symboles nazis qui n'hésitent pas, ou des symboles qui représentent vaguement les symboles nazis ou la croix celtique, avec des logos qui sont assez travaillés pour que ça fasse penser à la période hitlérienne. Donc l'idée de défendre l'identité des peuples d'Europe, l'identité ethnique, voilà, c'est tout un univers. Ça ne cadre pas très bien avec les prétendues valeurs occidentales de l'OTAN, et ça cadre encore moins avec les prétendues valeurs européennes chères à M. Clément Beaune, à M. Macron, à M. Jadot, à M. Bernard-Henri Lévy, à Mme Hidalgo, à Mme Pécresse, etc., etc. Moi, j'aimerais savoir ce que tous ces gens pensent du fait que ces miliciens de Centuria formés par l'OTAN en Ukraine, eh bien, ces miliciens servent comme officiers dans plusieurs unités de l'armée ukrainienne. Armée ukrainienne, donc, qui fait face à la Russie. C'est l'OTAN, c'est les forces canadiennes qui forment ces officiers-là. Et qui nous présentent l'armée ukrainienne comme des combattants de la liberté face à la Russie de Poutine. Regardez là sur ces photos à quoi ressemblent les combattants de la liberté. En avril 2020, ce groupe Centuria a d'ailleurs fait parler de lui puisqu'il a fait l'éloge sur Internet de la 14e division d'infanterie SS galicienne numéro 1 qui était essentiellement composée d'Ukrainiens lors de la Deuxième Guerre mondiale. Centuria a présenté cette division SS comme étant, je cite, le symbole qui fait peur aux ennemis de l'Ukraine, sous-entendu la Russie.
Et parmi les figures nazies que vénère Centuria, eh bien, on trouve notamment le Belge Léon Degrelle. Léon Degrelle qui est décrit comme étant un vrai Européen. C'était qui Léon Degrelle? C'est quelqu'un qui était né dans les années 1905, je crois, quelque chose comme ça, et qui a fondé. Au début, il avait commencé dans un mouvement plutôt catholique, et puis qui a fondé dans les années 30 un mouvement fasciste qui s'appelait Rex. On a parlé d'ailleurs comme inspiration, comme mouvement politique, le rexisme. Rex, ça veut dire roi en latin. Et puis petit à petit, eh bien, de Grelle devint un fervent nazi avec la montée en puissance de l'Allemagne hitlérienne. Il est devenu tellement un fervent nazi qu'il a combattu à l'Est avec la 28e division SS Wallonie, où il devint SS Sturmbannführer à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'est d'ailleurs réfugié en Espagne sous Franco, où il est mort en 1994, je crois. Il avait un âge vénérable, il avait quelque chose comme 85 ou 90 ans. Et pendant toute cette période, ce Léon Degrelle a été un des représentants en Europe de l'extrême droite pro-nazie des années 30. Et bien voilà quelle est la personnalité dont se prévalent les officiers formés par Centuria et formés par les armées de l'OTAN en Ukraine et notamment l'armée canadienne. Toutes ces révélations sur les néo-nazis qui sont soutenus par les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN en Ukraine, ça confirme ce qu'on savait déjà. J'avais fait en son temps d'ailleurs une vidéo qui parlait de l'affaire notamment de la révolution orange, de la révolution du Maïdan, etc. On sait qu'à l'époque, lorsque les États-Unis ont pris en main le destin de l'Ukraine, eh bien, ils n'ont pas rechigné à traiter avec des personnalités politiques extraordinairement controversées, tout à fait d'extrême droite, le mouvement notamment, je crois, Svoboda, des gens qui en vantent les mérites des collaborateurs des pro-nazis ukrainiens des années 40. Et on avait même vu d'ailleurs Laurent Fabius, à l'époque ministre des Affaires étrangères, se commettre avec des néo-nazis ukrainiens. Voilà. Alors, il se trouve que le Canada est à la fois sur le devant de la scène, et Justin Trudeau est sur le devant de la scène, ou plus exactement, il est allé se cacher dans les coulisses sur la question de la lutte contre l'obligation vaccinale. Et Justin Trudeau est également sur le devant de la scène avec cette affaire qui concerne le conflit qui menace d'éclater entre la Russie d'un côté et puis l'ensemble des pays de l'OTAN de l'autre. Et si je vous ai montré les deux, c'est que dans les deux cas, eh bien, moi, je ne reconnais pas ce qu'était l'Occident de ma jeunesse. Normalement, le Canada, la France, etc., même les États-Unis, étaient des pays qui étaient le symbole de la liberté, le symbole de pays de sociétés ouvertes, le symbole de pays, l'exemple même des pays où tout le monde rêvait de vivre parce que les libertés individuelles y étaient respectées, les droits civiques, etc., etc., et aussi ou des pays qui cherchaient la paix du monde. Eh bien maintenant, malheureusement, dans l'univers dans lequel nous vivons, eh bien j'ai l'impression d'être désormais du mauvais côté de la barrière. J'ai l'impression que désormais, le monde occidental file un très mauvais coton, aussi bien pour les libertés publiques, les libertés individuelles, que pour la paix du monde. C'est pour ça que je pense qu'il est important que tout autour de vous, vous répandiez ces informations, les deux, à la fois la rébellion du peuple canadien contre son Premier ministre et contre son oligarchie, mais aussi le fait que le Canada et les puissances de l'OTAN financent des mouvements néo-nazis qui sont comme poissons dans l'eau dans l'armée ukrainienne et qui pourraient nous mener à un conflit planétaire avec la Russie. J'espère que ça ne sera pas le cas. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument que nos compatriotes écartent de leur tête que ce qu'ils entendent à la télévision et à la radio, c'est toujours vrai. Il faut faire preuve de discernement et il faut faire preuve, que ce soit sur l'obligation vaccinale ou que ce soit sur les menaces prétendues de la Russie contre l'Ukraine, il faut aller aussi chercher de l'information qui vous donnera un autre son de cloche. Voilà ce que je voulais vous dire. Personnellement, j'espère, dans un cas comme dans l'autre, que ça se terminera bien. C'est-à-dire que j'espère qu'au bout du compte, les peuples d'Occident
imposeront un retour à la normalité. La normalité, ça veut dire la fin du pass sanitaire ou du pass vaccinal, la fin de toutes ces menaces de puçage des êtres humains, et puis aussi la fin des bruits de bottes que l'on entend à la frontière avec la Russie, parce que ce que demande la Russie, personnellement, ne me paraît pas choquant, puisque si on regarde une carte du monde, on voit que la Russie est en effet entièrement encerclée par des bases militaires de l'OTAN et des bases militaires américaines, ce que jamais, en miroir, n'accepteraient les États-Unis d'Amérique.